Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. Aujourd'hui on peint une pierre dressée celte. On continue dans notre thématique de novembre sur les pierres moussues et sur la balade celtique. Donc on a fait la semaine dernière un tapis de mousse avec des roches dans une forêt ancienne avec ses petits habitants. Donc c'est ce tuto là qu'on a fait la semaine dernière. Et aujourd'hui on va peindre donc cette pierre dressée avec ses entrelacs celtiques. Donc l'idée, ça va être de travailler une nouvelle fois beaucoup dans l'humide. Au mois de novembre, je vous l'avais expliqué déjà sur la planche thématique et puis sur le tuto de la semaine dernière, on travaille dans l'humide. L'idée, c'est de travailler surtout sur les textures, donc de la roche, des mousses, mais aussi des sols, puisque là, on a quand même toute la partie à l'avant qui va être un sol herbé. Et aujourd'hui, on travaille aussi un peu sur l'arrière-plan, le ciel et la lune. Je vais ouvrir à mon chat, sinon vous allez entendre miauler tout le tuto. Et donc, on va commencer par préparer nos couleurs. Donc on va avoir besoin de nuances de gris. Donc je vous laisse choisir dans vos palettes si vous voulez un gris vraiment type gris souris ou si vous voulez un gris un peu plus beigâtre comme on avait choisi la semaine dernière. Moi je vais aller vraiment sur un gris un peu dolmen, donc on va plus partir vers un gris classique. Ensuite, on aura besoin de teintes de vert pour faire l'herbe, la mousse sur la roche. Et comme je lui ai mis des petites bougies, je vais faire aussi des branches de conifères ici en vert. La lune, vous pouvez la faire aussi bien blanche que dans des teintes jaunes. Ça dépend vraiment de l'ambiance que vous voulez donner à votre composition. Et pour le ciel, et à vous de voir si vous peignez de jour ou de nuit. Moi, je pense que ce sera un paysage de nuit, comme ça je ferai projeter l'ombre et la lumière des bougies sur ma pierre. Et puis sur le haut, avec la lumière de la lune, ça nous permettra de travailler le placement des ombres et des lumières aussi. Mais vous pouvez aussi très bien faire un coucher de soleil, un lever de soleil, peindre un ciel bleu en plein jour et dire que c'est le soleil. Voilà, vous êtes libre de modifier la base que je vous propose comme vous le souhaitez, et puis de suivre surtout les conseils. Donc comme je vous disais, on va travailler dans l'humide, donc moi je vais commencer par la roche. Donc on va mouiller toute la surface de la roche, et vous voyez je ne travaille pas à la gomme mie-de-pain avant pour estomper mon croquis, ce que je fais quasiment systématiquement habituellement, mais comme là on travaille dans l'humide par couche, je vais me laisser la possibilité d'avoir mes traits de crayon qui ressortent, pour ne pas être embêtée et ne plus savoir où sont placés mes entrelacs par exemple. Donc je fais attention à ne pas mettre d'eau sur les éléments qui seront au premier plan pour éviter qu'il y ait du gris qui migre dedans et que mes flammes de bougie aient l'air ternes par exemple. Et par contre, j'humidifie bien mon papier sur tout le reste de la zone et même par-dessus mes inscriptions. Alors moi j'ai fait un entrelac, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre une inscription sur votre pierre dressée, hein, elles en ont pas toutes. Et puis vous pouvez aussi la changer si vous le souhaitez. Une fois que ma forme est bien humide, je vais pouvoir commencer à travailler en déposant des pigments dessus. Et vous voyez, comme c'est bien humide, ça fuse de partout. Donc moi là je vais faire une première couche assez rapide en faisant migrer les premiers pigments que j'ai déposés sur toute ma forme. Et ensuite je viendrai travailler les zones où je veux qu'il y ait plus de pigments ou moins de pigments en fonction des placements d'ombre et de lumière. Donc vous pouvez longer quand même les contours de votre forme pour être certain que les pigments aient bien jusqu'au bord. Et en faisant ça, vous voyez, on a déjà des zones où les pigments vont rester et des zones où ils vont plutôt partir, qu'on va pouvoir accentuer en venant déposer des pigments aux endroits choisis. J'avais aussi prévu quelques zones de relief ou de fissures
sur mon croquis. Donc je vais pouvoir venir également les accentuer dans un second temps quand ma couche sera sèche. Mais pour l'instant, on va continuer à placer tranquillement nos pigments comme on le souhaite. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va avoir de la lumière, donc une zone plus claire sur le haut de notre pierre puisqu'on a la lumière de la lune qui va venir apparaître ici. Et on va avoir une zone assez claire en halo là autour des bougies puisque leur lumière va projeter aussi une zone plus claire sur la pierre. Donc ces deux zones là, je vais pas y retoucher, je vais les laisser comme elles sont actuellement et par contre je vais venir foncer les autres parties. Donc la partie gauche de ma pierre, donc je fais attention de ne pas trop déborder là où je veux garder mon halo pour les bougies. La partie droite en bas. Et en rinçant bien votre pinceau à l'eau claire, vous pouvez venir bouger les pigments à votre guise. Tant que c'est humide, vous avez moyen de venir les bouger et vous avez aussi moyen, s'il y en a trop à un endroit, de rincer votre pinceau, bien le sécher sur un petit chiffon. Donc moi c'est des chiffons de récup en coton, mais si vous avez une éponge ou du sopalin, c'est très bien aussi. Et une fois que votre pinceau est bien séché, vous allez pouvoir venir boire l'eau et créer à nouveau une zone plus claire en retirant des pigments. Alors ça vous permet d'éclairer une zone, par contre vous allez avoir moins l'aspect granuleux qui va apparaître. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir effectivement boire un petit peu là où vous voulez vos points de lumière, mais de bien après laisser l'eau venir se rediffuser, quitte à l'aider en poussant un petit peu les pigments avec la pointe de votre pinceau. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a nos ombres et nos lumières qui sont placées à peu près comme on le souhaite, on va soit laisser sécher naturellement, soit donner un petit coup de pouce avec un pistolet à chaleur. Donc, moi, pour vous éviter des temps d'accélérer et d'attendre trop long, je vais sécher avec un pistolet à chaleur, mais vous pouvez aussi laisser sécher naturellement. Une fois qu'on a séché, ça nous permet de mieux voir comment les pigments se sont placés. Moi je vois que j'ai un peu débordé là sur ma droite, donc je vais venir retravailler le contour de ma pierre. Je pense que je vais le faire tout autour pour qu'elle ressorte bien par rapport au fond tout à l'heure. Et on va pouvoir travailler les volumes. Donc pour travailler les volumes, vous pouvez partir sur un pinceau un peu plus fin, ça vous permettra d'être plus précis. Et l'idée, ça va être de venir tracer les lignes des volumes ou des fissures. Donc, comme j'ai pas effacé la gomme mie-de-pain avant de peindre, je les vois encore. Rincez votre pinceau et venir dégrader tranquillement en dessous de ces lignes. Donc faut pas mettre trop de temps à le faire, hein. Moi je fais les 4 en même temps, mais vous pouvez très bien les faire une par une si vous avez besoin encore de gagner en assurance sur cette technique. Et l'idée, ça va être qu'en faisant ça, vous allez créer quelque chose qui semble sortir de votre roche. On n'oublie pas de repasser toute la forme à l'eau claire une fois qu'on a fait nos petits dégradés, parce que sinon vous allez avoir des démarcations pas très sympas par la suite. Donc une fois qu'on a fait les dégradés, on peut repasser au gros pinceau pour repasser toute la forme. Donc passez la forme en priorité par le dessous de ce que vous venez de dégrader. Vous voyez, pour l'instant le dessus je le laisse un peu tranquille. Et ensuite par dessus, vous aurez laissé comme ça un peu le temps à vos aplats de sécher, et donc ça évitera qu'ils disparaissent de trop quand vous allez passer à côté. Cette opération-là, on va la répéter autant de fois qu'on le souhaite pour créer le volume sur la pierre.
Et à chaque fois, il faudra sécher entre les couches pour laisser la possibilité à la peinture de tranquillement déposer les pigments sur la feuille et de ne plus trop bouger. Donc là, je retravaille les contours comme je vous avais dit parce que sur la première phase on a un peu débordé. Et je vais venir les diluer tranquillement vers l'intérieur pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation. C'est facilité par le fait que je venais de mouiller ma feuille en faisant les premiers aplats des fissures. Je vais venir repasser une fois dessus pour les accentuer. Donc, comme on travaille pas mal avec l'eau et qu'en plus moi je sèche non naturellement, le papier gondole un peu, hein, si vous ne l'avez pas stretché et attaché avant de démarrer la peinture. Donc n'hésitez pas à lui redonner un peu sa forme après les temps de séchage. Et comme je vous disais, on va retravailler tranquillement par couche de la même manière. Alors là, j'ai pris trop de gris. Vous pouvez aussi accentuer au lieu de diluer une ombre. Donc par exemple ici, je vais venir toute la zone qui est au-dessus de ma fissure, la foncer. Alors qu'en dessous je l'ai diluée. Je la dégrade bien sur le reste de la forme pour éviter les démarcations. Et vous allez voir au séchage, ça va bomber cette zone. Et vous pouvez vraiment modeler en fait vos pierres en fonction d'où vous placez des zones où vous allez foncer la roche et d'autres à l'inverse où vous allez laisser juste un aplat d'eau claire, hein, donc ne pas rajouter de pigment au final. Il faut juste qu'avant que ça sèche, effectivement, votre forme soit bien réhumidifiée partout pour éviter d'autres démarcations. Donc vous pouvez faire l'inverse aussi, vous pouvez foncer en dessous et vous allez avoir un creux qui se feint. Je vous invite à tester, à vous amuser à faire un peu les deux pour voir ce que ça donne. Et à travailler par petites touches, tranquillement, sans vous presser, pour donner du relief. Comme ma pierre est allongée, j'en ai pas encore parlé, mais du coup mes fissures elles ont tendance à être assez verticales. Donc, ça peut être intéressant de bien suivre la ligne, la courbure en fait de votre pierre pour donner un sens à votre composition. Là, l'idée c'est de montrer que la pierre est dressée, qu'elle monte vers le ciel, donc je vais avoir des formes qui vont être assez dans ce sens, assez verticales. Sur l'autre tuto, la semaine dernière, si je vous le reprends pour vous montrer, on avait finalement des fissures qui étaient assez obliques, donc elles descendaient pour montrer la pente, mais elles étaient plus obliques, elles étaient beaucoup moins à la verticale parce qu'on avait des pierres qui allaient vers le sol et l'idée c'était d'amener le regard à aller vers la mousse, vers le tapis, vers le sol. Donc vraiment les formes que vous choisissez sont importantes pour diriger le regard du spectateur une fois que la composition est terminée. Donc là nous on va sur des formes verticales pour
faire monter notre pierre. On va la laisser sécher tranquillement et on va commencer à travailler sur le sol. Donc on va aussi le travailler dans l'humide puisque on veut un terrain terre et herbe avec une belle texture. Je vous le dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de peindre jusqu'au bord du papier, vous pouvez très bien laisser une zone un peu floue ou mettre du masking tape et du coup avoir un cadre blanc carrément. Donc ça c'est vous qui voyez. Et on va aller dans des teintes vertes et des teintes brunes pour avoir la terre et l'herbe. Je vais commencer par le vert parce que c'est ce que j'aimerais avoir le plus et c'est la couleur la plus claire. Donc c'est par celle-ci que je commence pour bien placer toutes les zones où j'aurai de l'herbe. J'ajouterai ensuite quelques touches de brun puisqu'il y a des endroits sur mon sol où il y aura des vides de végétation et du coup il y en aura beaucoup moins. Et comme c'est plus foncé aussi, ça va bien se diffuser sur le vert, donc il faudra y aller avec parcimonie. Mais vous pouvez très bien aussi faire de l'herbe partout ou de la mousse partout et pas forcément ajouter de brun. Donc comme on est sur un paysage nocturne, je vais aller vers des teintes assez sombres. Ça va pas mal changer de ce qu'on a déjà fait, donc ça vous permettra de voir aussi comment, en fonction des teintes qu'on choisit, on peut donner une ambiance tout autre à une peinture. Donc là je prends un oxyde de chrome assez classique, c'est celui de chez Kataqua. Et donc je vais travailler par dépôt de petites touches. Je vais juste veiller à ce que la démarcation avec l'arrière-plan et le ciel soit quand même assez nette. Et pour le reste, j'y vais de manière assez spontanée. Et comme je vous disais, je ne vais pas forcément remplir toute ma zone. Je vais rajouter des endroits plus sombres, donc qui peuvent être soit les endroits qui sont sous la pierre, là où le halo de lumière n'atteint pas forcément, donc c'est-à-dire que toute la zone devant la pierre là à la verticale, et comme la lune est ici, même un peu en biais au final, comme ceci, vous allez avoir l'ombre de votre pierre, donc il faut que votre zone de végétation soit plus sombre. Mais comme on a mis un deuxième point de lumière ici avec les bougies, cette zone-là va, elle, être préservée de l'ombre et sera donc un peu plus claire, un peu à la manière de ce que vous allez retrouver ici. Donc ça c'est pour la lumière. Après vous pouvez avoir des zones où la végétation est plus dense et où donc elle est plus foncée, et des zones où elle est moins dense et où donc elle est plus claire. Donc je vais rajouter un peu de brun. Donc on va être sur un terre d'ombre brûlée, parce que pareillement, comme on est sur des teintes de nuit, je vais aller chercher un brun assez sombre et plutôt froid. Je vais pas aller sur un terre de sienne qui serait trop vif, et je vais venir le déposer tranquillement par petites touches là où j'ai des blancs. Vous allez voir que votre pinceau va quand même prendre des pigments verts puisque vous le déposez sur de l'humide, et donc votre brun va devenir de plus en plus verdâtre.
ce qui va le rendre plus naturel. Donc avancez tranquillement. Et quand vous avez mis votre brin à peu près là où vous vouliez, n'hésitez pas à venir créer un peu d'effusion en forçant les pigments à se mélanger. Vous aurez un rendu plus doux. Donc l'idée c'est de ne pas rajouter trop d'eau, hein. Donc il faut rincer votre pinceau, mais il ne faut pas qu'il soit trop humide. Sinon vous allez rajouter une grosse goutte d'eau et ça va faire une auréole. Mais de venir tout simplement mélanger, aider en fait les pigments à se mélanger pour éviter d'avoir un effet grosse tache brune au milieu de votre verre. Tant que c'est humide, vous pouvez travailler à rajouter des pigments ou à en diminuer l'importance. Là j'ai un peu trop de terre à mon goût à certains endroits, donc je vais venir juste redéposer quelques pigments verts pour que ça continue de bien se mélanger. Et comme j'ai utilisé un verre qui a un oxyde de chrome, ça facilite mon travail au niveau des textures, parce que c'est souvent les oxydes de chrome des peintures qui vont avoir du mal à bien se lisser, à bien se mélanger sur la feuille, même si vous utilisez comme moi là un grain fin. Et ça va vous apporter beaucoup de texture. Donc on va tranquillement laisser sécher le sol. Et pendant qu'il sèche, on va pouvoir reprendre encore un peu la pierre si on le souhaite. Donc moi j'aimerais accentuer encore un peu mes fissures, mes volumes, et j'aimerais aussi lui ajouter un peu de mousse à certains endroits. Donc je vais commencer par mes fissures, parce que je sais qu'il va falloir que je réhumidifie de toute façon du coup toute ma forme pour éviter les démarcations. Et vu que ça sera humide, ça me permettra de positionner tranquillement des petits points de mousse qui vont aller se diffuser. Donc je reprends mon gris. Je vais poursuivre l'accentuation de mes volumes. Et comme mon sol est humide, vous allez voir quand je vais mouiller en bas ma forme, jusqu'au bout, je vais avoir des pigments verts qui vont migrer dans le bas de ma pierre. Et ça me dérange pas, au contraire, parce que ça va m'aider tout à l'heure quand je voudrais faire quelques brins d'herbe en bas de ma pierre pour les faire monter à partir du sol. Ça va me créer un gradient, un dégradé tranquillement ici. Ça va m'aider aussi éventuellement à positionner mes premières mousses. Donc je vais rester dans le même verre pour mes mousses et je vais venir les placer comme ça en remontant. Donc je peux me servir de ce qui se passe déjà grâce au gradient vert, ou je peux en créer des zones totalement ailleurs. Donc moi j'aimerais bien faire, dans l'optique de ce que je vous disais tout à l'heure, de ce mouvement vers le ciel, je vais plutôt les faire partir, mes petites mousses, du bas de ma pierre. Et je vais pas forcément en mettre sur la partie haute, mais vous les placez évidemment comme vous le souhaitez. L'idée étant là de créer juste les zones, sans forcément aller chercher dans trop le détail. Et au fil du temps, et du séchage de votre composition, vous allez venir ajouter par petites touches, comme je suis en train de le faire, des pigments. Et ça va texturer tout doucement vos mousses.
N'hésitez pas du coup à flouter encore plus si vous le souhaitez la zone entre le sol et là où la pierre sort de terre. Ça va vous permettre de vraiment donner cet aspect où elle est ancrée dans le sol. Et si vous faites ça, par contre, rajoutez bien sur la ligne des pigments verts pour quand même créer une démarcation et qu'on voit où votre pierre pénètre dans le sol. Donc là, je vais laisser sécher, je vais pas trop y toucher parce que j'ai envie de voir comment se positionnent bien mes pigments avant de retravailler la texture. Donc vous voyez, on voit aussi les zones où l'entrelac va devenir invisible. Donc si vous avez fait un entrelac comme moi, ou des runes, ou un message gravé sur votre pierre, ça va vous permettre de voir les zones où il faudra ternir la couleur de la gravure, ou au contraire l'accentuer. Donc pour la gravure, d'ailleurs, vous pourrez soit faire comme si c'était une pierre gravée, et donc venir creuser, donc ça veut dire foncer, avec le même gris, tous les endroits où on voit votre dessin. Mais vous pouvez aussi le faire dans une autre couleur. Il y a des pierres qui existent avec des gravures qui sont colorées. Donc soit la pierre a été gravée, puis on a mis des pigments dedans, soit elle peut être peinte aussi. Donc à vous de voir le rendu que vous souhaitez. Donc là, je vais laisser tout ça travailler. Je vais pas m'occuper de mes petites bougies, parce qu'il faut que ça soit bien sec pour que je m'en occupe. Je vais mettre mon petit dessin, ma petite feuille à l'envers. Et on va aller s'occuper tranquillement de notre lune et de notre ciel. Donc je vais mouiller ma lune, elle est pleine. Et je vais venir travailler sa texture, sachant qu'il faudra qu'elle soit bien sèche, tout comme le sol, pour que je travaille vraiment l'arrière-plan du ciel après. Je vais lui travailler un fond avec une brume de chez Manon du Pigmentarium. Donc c'est un entre gris et beige qui est bien utile quand vous avez des objets blancs ou de la craie, du calcaire à faire, pour éviter d'avoir uniquement le blanc du papier qui ressorte. Donc je fais une couche complète que je viens boire en rinçant et séchant mon pinceau pour donner un fond, mais un fond qui soit très clair. Donc comme ça va permettre qu'elle se démarque du ciel qui sera bleu et qui n'a pas ce côté trop blanchâtre que moi j'apprécie pas. Après, si vous appréciez ce côté-là, n'hésitez pas à utiliser le blanc de votre papier. Et je vais lui ajouter juste quelques points un peu plus jaunes que je vais venir boire aussi pour apporter de la lumière. Et une fois que ça c'est fait, je vais utiliser Marchand de sable. Donc c'est aussi une couleur du Pigmentarium qui est irisé, donc ça va me permettre d'apporter une touche de lumière sur ma composition. Et je vais les mettre par petites touches de manière aléatoire pour faire un peu les cratères de cette lune. Une fois que vous avez ça, on va bien laisser sécher le tout afin de retravailler les textures des mousses en bas. Je pense que je retravaillerai pas personnellement mon sol parce que mon sujet, ce que je veux faire ressortir, c'est la pierre. Donc le tour autour de la pierre, ça va vraiment être pour donner une ambiance, mais je vais pas le détailler parce que je ne veux pas que le regard s'arrête trop longtemps dessus. Donc je vais le laisser travailler tranquillement. En plus de ce que je vois là, ça va déjà être très sympa au niveau des textures. Donc l'idée, c'est de ne pas vouloir en rajouter partout de trop, parce qu'après le regard est perdu. Et donc là, on va travailler tranquillement le ciel.
dans un premier temps pour voir un peu l'ambiance que ça va donner avant de travailler sur les détails des mousses, notre gravure sur la pierre et nos petites bougies, nos petits éléments au premier plan. Donc pour le ciel, on va remouiller toute la surface. Donc je vous invite à frôler les éléments que vous avez déjà peints, mais en essayant de le faire une seule fois pour ne pas venir décoller les pigments et donc vous retrouver avec quelque chose qui migre dans le ciel. Il faut vraiment frôler pour avoir les zones de peinture qui se touchent et éviter un effet avec un contour blanc. Mais il faut essayer d'y aller en une seule fois. Donc vous voyez, je vais pas jusqu'au bord de mon papier, hein, comme pour le sol tout à l'heure. Donc comme c'est une zone qui est quand même assez grande, n'hésitez pas à bien humidifier pour pas que ça soit sec à gauche quand vous finissez d'humidifier à droite, ça serait dommage. Et on va aller chercher un bleu assez profond, donc moi je vais aller sur un bleu qui tire vers le bleu de Prusse. Vous pouvez aussi travailler avec un indigo. Donc, commencez par la première zone que vous avez humidifiée, ça vous permettra d'être sûr qu'elle est encore bien humide. On longe à nouveau nos éléments. Donc là vous voyez, je travaille pas par petites touches, j'ai plutôt tendance à remplir, à colorier. Donc autour de votre lune, vous allez avoir une zone beaucoup plus claire pour pouvoir montrer qu'elle irradie. Et donc, vu comment on a placé nos éléments, vous allez avoir cette zone-là qui est plus sombre que celle-ci, et cette zone-là qui est à nouveau plus sombre. C'est comme ça que vous allez pouvoir venir travailler ou déposer vos pigments. Donc après, en fonction de l'ambiance que vous souhaitez, eh ben, vous déposez plus ou moins de pigments pour créer un ciel plus ou moins sombre. Et vous travaillez plus ou moins par petites touches comme je le fais là pour créer des textures plus ou moins marquées. Donc, vous voyez là, les textures sont assez vaporeuses, mais elles sont pas trop marquées. Ici, elles vont l'être un peu plus puisque je suis en train de travailler en déposant des petites touches. Si vous êtes issu d'une mouvance à pratiquer diverses magies ou rituels, vous pouvez aussi avoir envie que cette pierre symbolise quelque chose de magique et donc vouloir laisser un halo un peu lumineux autour. Donc pour ça, il suffit d'éviter de retravailler dans la zone qui est très proche et donc d'éviter de remettre trop de pigments peut-être à cet endroit-là. Donc moi je vais venir juste retravailler l'arrondi de ma lune parce que j'ai passé quelques touches de bleu dessus, donc avec un pinceau bien propre et légèrement séché, je vais venir retravailler l'arrondi. Donc je pourrais pas les enlever à 100%, mais ça va me permettre d'avoir une lune qui est un peu plus propre et qui va pas trop verdir, parce que là, bleu plus jaune, vu que j'ai mis un peu de jaune dedans, elle risque de verdir. Donc vous pouvez aussi décider de faire passer des nuages de vent. Moi je pense que je vais surtout repasser un petit coup de marchand de sable sur toute la surface. Ça l'a flouté un peu aussi parce que je trouvais qu'elle était trop présente. Et là on voit bien la pierre ressortir du fond. Gris sur bleu, hein, ça marche très bien.
c'est une combinaison assez facile à utiliser. La pierre au centre, elle est bien sèche, les mousses aussi, donc pendant que le ciel continue de travailler un peu, on va pouvoir travailler sur nos textures de mousse. Pour ça, on va juste travailler par petites touches, en suivant les formes générales, sans les dépasser de ce qu'on a fabriqué tout à l'heure. Ça peut aussi être le moment de travailler un peu sur les textures des herbes, si vous souhaitez qu'il y ait des zones avec des petites touffes d'herbes. Si vous avez fait des textures très vaporeuses, comme moi, je vous conseille d'y aller avec parcimonie, c'est pas la peine d'en mettre partout. On peut venir reflouter aussi la petite ligne d'horizon là. Pendant que le ciel est encore un peu humide. Ainsi que les herbes qui sont juste au niveau de la pierre. Et pour la gravure, si vous n'êtes pas forcément super à l'aise avec vos pinceaux, vous pouvez aussi utiliser des crayons aquarelles qui vont vous permettre d'être peut-être plus précis. Donc je vous montre ce que ça peut donner. Donc l'idée c'est de choisir une teinte qui est la plus proche possible de ce que vous avez peint. Et de venir tranquillement redonner forme à ce qui a été un peu flouté tout simplement par les couches de peinture. Vous pouvez tout à fait le faire avec la même teinte que vous avez utilisée pour faire votre roche au pinceau. Hein. Il n'y a pas de souci, mais je voulais vous montrer que c'est une option. Si vous avez des crayons aquarellables d'une teinte proche, c'est une option qui est possible pour avoir des traits peut-être plus fins que ce que vous êtes capable actuellement d'avoir au pinceau. Donc ça, c'est si vous voulez l'option pierre gravée. Maintenant, si vous voulez qu'elle soit peinte, vous prenez une autre couleur, donc soit au crayon aquarellable, soit si vous faites des choses très fines, soit au pinceau, et vous pouvez tout à fait venir retravailler comme je viens de le faire. Donc je vais finir avec mes petites bougies là. Pendant que ça sèche, je vais venir faire des petites branches qui sont devant. On va sécher tout ça. Donc j'ai mon bas de feuille qui s'est tout replié parce qu'il voulait suivre l'humidité du ciel. Voilà. On va redresser un peu tout ça. On va ajouter un peu de couleur aux bougies. Sur mon halo, j'ai ici une démarcation qui est trop forte. Donc avec un pinceau tout juste humide, je vais venir flouter cette ligne en frottant tout doucement avec ma pointe tout autour des flammes. Et je vais faire remonter la peinture vers le haut. Comme ça, ça sera moins abrupt, ça fera moins une ligne de démarcation très forte. Pareil ici, j'ai une zone qui est un peu claire. Je vais venir flouter avec de l'eau et je vais faire remonter la peinture. Donc pour terminer, je vais reprendre ma lune parce que
Elle s'est un peu trop floutée, elle me plaît beaucoup moins comme ça. Donc, quitte à ce qu'on la voit, je pense que je vais repasser une bonne couche de marchand de sable dessus pour lui redonner sa forme. Parce que j'ai pas envie de la faire disparaître derrière des nuages. Et voilà, on va venir avoir unifié un peu tout ça. Donc moi je vais m'arrêter ici, puisque la composition me plaît bien comme ça. Après vous pouvez toujours ajouter toujours plus de détails en travaillant par couche sur sec, hein, ça c'est toujours une possibilité. Et puis je vais laisser ma petite gravure comme ça, comme si elle était simplement gravée dans la pierre, je vais pas aller la coloriser. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. La semaine prochaine, on peint une fontaine féerique avec des nymphes dedans en tout petit. Donc on va travailler sur la finesse et comment on symbolise certaines formes sans forcément aller dans le détail quand on travaille sur du tout petit. Et on continuera bien sûr le travail des textures, de la pierre, de la roche, mais cette fois aussi taillée pour la fontaine. Et des mousses et végétaux qui poussent dans les forêts un peu féeriques et magiques celtes. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire pour me poser des questions ou m'encourager, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!